par hasard, on s'est rencontrés en 1954. Par hasard, j'avais un projet de film qui s'appelait Chronique d'Anna Magdalena. Il a fallu 10 ans pour financer. Par hasard, Daniel traînait au lycée Voltaire en préparation à la classe de préparation de l'IDEC. Par hasard, elle avait envie de faire des films, même sans référence à Jean Rousse, mais en Afrique. Par hasard, je lui ai dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Par hasard, je me suis fait foutre à la porte de la classe de préparation de l'IDEC à Voltaire, parce que paraît-il, j'en savais trop, c'était l'expression. Parce que j'étais Hitchcockien comme Jean Mondrian, quoi. Et puis voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis elle n'a rien dit, parce qu'elle n'était pas très bavarde, loquace, elle n'a rien dit. Puis un beau jour, elle a dit, je vais vous aider, puis c'est fini. Pourquoi? Si elle ne m'avait pas dit ça, j'aurais jamais fait un seul film. Parce que j'étais trop paresseux, j'y serais jamais arrivé. Et un jour, elle a raconté dans une interview qu'elle m'avait regardé dans le métro, elle était à un bout du wagon et moi à l'autre bout, parce qu'on se boudait ou on était timide l'un par rapport à l'autre. Elle a dit à celui qui l'interviewait, je l'ai regardé de loin et je me suis dit, celui-là, il faut l'aider. On ne sera pas de trop à deux pour réaliser Chronique d'Anna Magdalena. C'est tout. Et là, le pacte était scellé. J'ai répondu ou non? Disons que la première construction, la première ébauche du découpage, je la faisais tout seul pour qu'on s'engueule le moins possible. Et puis je lui soumettais, et puis elle commençait à m'engueuler sur quelques points, et puis je disais non, là je ne céderai pas, et sur d'autres, je disais ouais, peut-être que vous avez raison, et puis voilà. Ensuite, pour ce qui est du tournage, c'est plutôt elle qui faisait ce que Brecht disait à propos de Kouleva un peu. L'organisation qui coûte beaucoup plus de peine que le travail artistique lui-même. Les mots ne sont pas de moi mais de M. Brecht. Et puis, pendant le tournage, elle était plutôt du côté du son, elle écoutait un bloc de prise quand il y avait une pause, toute seule avec un casque, et puis elle disait 2-3 mots à l'ingénieur du son, puis elle me disait la meilleure ça pourrait être celle-là, et puis il vaut mieux en refaire une où on en a assez. Et puis moi j'étais plutôt du côté de la caméra, et chaque cadrage je le faisais tout seul, et ensuite avant de faire venir le caméraman, je faisais venir Daniel, je lui disais voilà ce que j'ai trouvé au millimètre près en bas, à gauche, à droite, et la position du pied. Et puis elle venait, elle me disait ouais, ou elle me disait ah, mais là, puis je disais ah oui, en effet, j'avais négligé ça ou j'avais oublié ça. Ou bien elle arrivait, elle me disait c'est parfait, on y va, on tourne, ouais, c'est tout, c'est comme ça. Une osmose amoureuse. Ça vous suffit? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Mais moi, j'avoue une chose, c'est que je suis ici et comme j'ai cédé, je ne voulais pas les envoyer sur les roses, parce qu'ils s'étaient donné tous un peu de mal. Je suis ici et je muscle le tempérament, alors que je devrais d'ailleurs. Mais étant ici, j'en profite pour revoir certains films. J'ai revu Ouvrier paysan et j'ai revu ce soir celui-là. Et je me suis dit tout d'un coup, au milieu du film, en entendant le texte de Brecht, en l'entendant,
je me suis dit, nom de Dieu, mais il y a des moments où il pratique une trouée, qui, je regrette, ça a l'air un peu, qui va plus loin que Hölderlin et Sophocle. C'est beaucoup plus tellurique et violent que les deux à la fois. Qui malgré tout, malgré leur grandeur chacun de leur côté, pratiquent une certaine rhétorique poétique. C'est ce que j'ai éprouvé, c'est tout. Je ne l'ai pas éprouvé tout le temps, je ne l'ai pas éprouvé au début, je ne l'ai pas éprouvé pour le dernier quart ou à partir du dernier tiers, mais je l'ai éprouvé tout d'un coup au milieu. Là, il y a une sorte de secousse tellurique qui se produit et qui est terrible. Et qui vient de Brecht, mais vraiment Brecht, rien que Brecht. Et je n'admettrai jamais qu'on me dise que je vaux mieux que le texte de Brecht. Parce que je ne suis qu'un petit con du plateau lorrain et Brecht, c'était Brecht. C'est autre chose, c'est très con de dire ça, mais on m'a dit ça une fois, le bonhomme s'appelait Peter Handke, il a vu pour le premier homme sur Terre, parce que je l'ai rencontré au coin d'une roue à Francfort, il a vu un film qu'on a fait tirer de 30 pages d'un roman de Brecht, de la prose. C'était uniquement de la prose. Et on s'était juré à l'époque, moi je m'étais juré, de ne jamais mettre à l'écran un texte théâtral de Brecht. Parce que je les connaissais assez bien. On avait été, dans nos premières années, beaucoup au Berliner ensemble, et pas seulement là, également des théâtres d'étudiants à Tübingen, Puntilla et des choses comme ça. Donc, ça, c'était des gens qui faisaient réellement du théâtre, et Brecht, là, existait vraiment, pas comme chez Cavalcanti dans le film. Bon, eh ben, on avait découvert ce que c'était vraiment, appelons ça bêtement, la théâtralité de Brecht. Et on s'est juré, on s'est dit, c'est tellement théâtral que c'est de la connerie, il faut surtout jamais avoir la tentation de mettre un texte de théâtre de Brecht à l'écran. Et on a tenu bon jusqu'à ce qu'il y ait eu cet accident-là avec Antigone. Voilà. C'est un accident. C'est tout. C'est un horrible accident. C'est un texte, comme on dit en français ou en grec, apocryphe. C'est un texte qui est écrit par un certain Gasquet, qui a fréquenté Cézanne pendant plusieurs années vers la fin de sa vie, et qui prenait des notes le soir en rentrant chez lui. Il n'y avait pas de magnétophone, bien entendu. Mais il dit qu'il prenait grand soin de ne pas inventer des mots qui ne venaient pas de Cézanne. Tous les soirs, il notait. Voilà. Alors, il y a des spécialistes, des érudits qui disent que tout ça, c'est de la fumisterie, que M. Gasquet était un voyou. En fait, c'était un homme de droite. On ne peut pas dire que Cézanne était un homme de gauche. C'était un comment ça s'appelle, les Philibert, là, dans le sud de la France. Voilà, c'était un homme, mais qui croyait ce qu'il disait, c'est tout. Ah ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, exceptionnellement, ce que vous voyez là sur l'écran, bon, c'est pas des tableaux, hein. C'est pas la matière picturale, c'est des photographies de tableaux, ça c'est bien conscient. Mais ce que vous voyez là, pour la première fois dans l'histoire des reproductions, etc., ça correspond vraiment aux couleurs de Cézanne, hein, et des tableaux. Pour la bonne raison que quand vous voyez un livre de reproduction, si vous le feuilletez,
vous voyez à telle page un bleu, à telle autre page. Mais c'est toujours faux. Toujours faux. Là, on s'est ingénié avec Alcan, qui était un homme de plus de 70 ans, quand on a fait le film avec lui, à mesurer la température des couleurs pour chaque tableau. Donc si vous avez un bleu dans un tableau et que le bleu n'est plus le même dans le tableau que vous voyez après, ça correspond exactement à la réalité. Parce qu'on a mesuré la température des couleurs, on a éclairé et on a filmé qu'à partir du moment où la température des couleurs pour chaque tableau avait 3200 degrés. Et alors là, ça suppose qu'il n'y a pas des variations selon les caprices de l'imprimerie ou de celui qui a fait des photos des tableaux. Elle a fait un très beau film. Son film des enfants est très beau, très très beau. Mais bien sûr, quand je lui ai dit, ça a commencé comme ça. C'est pas secret. Non, non, je sais, tu m'avais déjà raconté. Je suis revenu de Utrecht. On avait logé chez des amis qui travaillaient chez Calvé, qui font la mayonnaise, passer la nuit. Parce qu'on faisait du sous-titrage en Hollande, parce qu'il n'y en avait pas en Allemagne et en Italie non plus. Et on faisait ça je ne sais plus quel film on avait sous-titré, 2-3 films. Et on revient, on dort chez eux, pour repartir le lendemain, il y avait un bouquin sur leur rayon. C'était Ernesto. Bon, alors je prends le bouquin, c'était en anglais. Et j'ai lu ça avant de m'endormir. Ensuite, on repart à Paris. Et le lendemain ou le surlendemain, j'appelle la Marguerite, je dis, dites-moi, je voudrais bien un texte de vous, là, que j'ai lu en anglais. Elle me dit, vous connaissez Ernesto? Je dis, ben non, je ne le connais pas, mais j'aimerais bien maintenant le connaître, le texte en français. Puis elle se met à crier, Yann, toi qui connais toute mon œuvre, est-ce que tu connais Ernesto? Et l'autre, je l'entends, elle dit, bah toi tu connais pas Ernesto. Et Jean-Marie, lui, il connaît Ernesto. Bon, je lui dis, bon, maintenant, je veux connaître Ernesto, calmez-vous. Envoyez-moi, dites-moi où je peux me procurer le texte français. Elle me rappelle, je sais pas, une demi-heure après, en me disant, allez dans je ne sais pas quel cours au quartier latin, rue du Saint-Père ou je sais pas où, je leur ai téléphoné, ils vous donneront un exemplaire. Alors je vais là-bas, le mec me dit ça fait 50 francs ou je sais pas quoi. Alors je paye 50 francs gentiment, puis je rentre chez moi, je lui dis Marguerite, j'ai le truc, ça m'a coûté 50 francs. Il m'a dit, oh les salauds, ils m'ont même pas payé et puis ils ont changé mon texte. Il y a au moins une ligne qu'ils ont réécrite. Ah ben j'ai dit, bah ça m'intéresse. Donc je vais vous envoyer mon manuscrit. Mais il faut être gentil, c'est taper à la machine, je n'ai plus que ça. Alors elle m'a envoyé ça gentiment, pas photocopié. Je l'ai renvoyé 2 jours après. Je l'ai photocopié et on a découvert que le mec avait changé tout. Des mots, coupé des phrases, éliminé. On a dit sont pour enfants. Changer la ponctuation, tout. Ah oui, d'accord. J'ai même pas le courage de lui dire. On a tourné des films avec des acteurs chevronnés de métier, et avec des ploucs, et même 2 ou 3 fois avec des gens qui ne savaient même pas lire le journal, ni signer leur nom. Et ben, ça dépend de la longueur du rôle, ça dépend des textes, mais en fin de compte, au bout de 2-3 semaines ou 3 mois de travail, au début, on a l'impression qu'il y en a un qui est plus doué, il apprend plus vite, aussi bien quant à la mémoire, quant au ton ou la justesse, etc. Et puis tout d'un coup, c'est comme, il se retrouve, il y a tous les autres qui avaient l'air pas doués du tout,
qui le dépasse à la ligne d'arrivée. C'est comme les courses de chevaux. Et là, je dois avouer que mon obsession des différences de classe est dynamitée. Il n'y a pas de différence. Pour ce qui est des gens doués ou pas doués, il n'y a pas de différence. Les classes sociales, ni l'origine sociale, ni l'éducation, ni l'instruction, ni le fait qu'on soit acteur ou pas acteur, en fin de compte, ça n'existe pas, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. On s'aperçoit que là, bêtement, toutes les cervelles sont égales. Et pour ce qui est des âges, c'est pareil. On se dit merde, comme une jeune cervelle, parfois c'est plus mobile et ça travaille plus vite. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en cours de route, ça commence à grincer, puis qu'un vieux con complètement gâteux, il arrive à la ligne d'arrivée en même temps que le gosse le plus doué du monde. Nous sommes tous de vieux chevaux. Dire ça à des gens de 18 ans. Ou des éléphants, selon les cas, qui ont une mémoire qui est égale à celle de Brecht. Du moins, qui prétendait, lui, que la sienne était égale à celle des éléphants. Parce qu'il était moins raciste que moi. C'est une fiction narrative, mais c'est une fiction narrative plus que lacunaire, ça c'est un fait. Mais il faut toujours prendre le risque. J'aurais pas fait ça comme premier film, mais au bout de quelques années, on se dit, il faut prendre des risques, il faut aller plus loin. Il faut oser, on ne va jamais trop loin. Et puis voilà, c'est tout. Alors, bon, moi je veux bien. Il y en a qui n'ont pas compris que c'était une histoire d'amour. Comme disait Truffaut, les films intéressants sont les films où il y a du mélange des genres. Alors ici, il y a le genre documentaire, mais elle est à une histoire d'amour. Et c'est même, je dirais, pour aller un peu loin, c'est le film le plus fordien que nous ayons fait. Bizarrement. Alors évidemment, c'est pas John Ford en extension, mais c'est John Ford en réduction, mais pourquoi pas. Ouais. Ouais, mais moi j'attends une question générale, là, on ne peut pas voter à main levée, une seconde. Alors, il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était une histoire d'amour. Pas seulement une histoire d'amour, mais que c'était une histoire d'amour. Une histoire d'amour refusée. Bon, c'est clair, non? Bon. Ça vous plaît, non? Oui, c'est bien. Bon. Le film de Grémillon, j'y tiens beaucoup parce que je ne l'ai pas revu depuis 40 ans. Voilà. Et c'était pas possible de le revoir, personne ne l'a revu, parce qu'il n'y avait plus de copies. Grémillon était un homme qui avait très mauvaise réputation parce qu'il était au Parti communiste français et il buvait. Voilà. Il passait pour un ivrogne. Mais c'est le plus grand cinéaste français avec Renoir. Tous les autres qui passent pour des héros sont rien du tout à côté. Bon, alors ce film-là, il vient d'être de nouveau accessible parce que les archives du cinéma ont réussi à en tirer une copie, deux copies. Et il y en a une qui vient ici grâce à mes beaux yeux. Ouais. Pas seulement grâce à mes beaux yeux, mais tout de même, voilà. Bon, maintenant pour ce qui est du film de ce soir, à 6 juin à l'aube, hein, pour vous expliquer ce que c'est, vous savez ce que c'est que le 6 juin à l'aube? Non? Qui sait ce que c'est? Hein? Mais c'est nos amis libérateurs qui débarquent en Normandie, voilà.
Et il pleuvait, voilà. Comme chez Napoléon, il neigeait. Ouais, il y en a eu plus qui sont morts noyés que par le tir des Allemands. Alors. Parce que la météorologie américaine, qui est infaillible, avait annoncé un beau temps. Et c'était une tempête, voilà. Comme on en reparle, et je tenais à placer deux mots là-dessus, pourquoi ce film-là m'a-t-il ému? Parce que d'abord, je l'ai découvert, et quand on voit un film après 15 ou 20 ans, on s'aperçoit qu'on l'avait vraiment pas vu. Voilà. Et deuxièmement, parce que qu'est-ce que j'ai découvert là-dedans? J'ai découvert que nos libérateurs et nos amis américains ont commencé par nous détruire. Et s'ils nous ont détruits, c'est pas un hasard, parce qu'ils avaient qu'une idée en tête, c'était de coloniser l'Europe et d'implanter le plan Marshall et d'imposer McCarthy et d'interdire les partis communistes dans tous les pays d'Europe. Et ensuite de reconquérir l'Europe de Goebbels jusqu'à l'Oural. Et on y est arrivé, et on a fait ce travail-là avec eux, et en les aidant, et en leur venant à l'aide. Et nous avons tous été bouffés par le colonialisme américain. Et comment le colonialisme américain a-t-il commencé? Il a commencé le 6 juin à l'aube. Et avec quels moyens? On l'a vu. Moi qui étais un petit con à l'époque, j'avais une mansarde chez mes parents, dans le grenier. J'avais une carte de la Normandie. J'avais des petites épingles et des petits drapeaux. Pendant toute la campagne en question, après le débarquement, je déplaçais les drapeaux en voyant la progression des Alliés. Des Alliés. Et ça me faisait du baume au cœur. Et ben j'ai découvert que j'avais été trompé comme un gamin, comme on trompe tous les gamins. Voilà. Et que je m'étais fait avoir. Donc, ça m'a fait un choc terrible. Je le savais, mais là, je l'ai vu concrètement parce que le film est concret. Maintenant, si c'est ça que j'aurais dû dire l'autre soir, eh ben, c'était vraiment pas de mise après que le film avait eu lieu. Vous voyez, on tombe calmement. Non, Cézanne, et après, vous me ferez faire tous les discours que vous voulez. Je suis du bois, n'entends pas des flux. Bon, enfin, il n'y a pas besoin d'être Berthaud qui a déclaré que le Hölderlin dans Pédocle était un Hölderlin jacobin. Hölderlin était jacobin à ce moment-là. Moi, vous avez posé la question avant, vous avez dit qui est Hölderlin? Moi, ma réponse est très simple. Hölderlin était un jeune poète. Il y a deux Hölderlin. Il y a le Hölderlin d'Empédocle. Les autres versions d'Empédocle, c'est déjà en dehors. Et ensuite, il y a le Hölderlin de la deuxième moitié de sa vie, qui était aussi longue que la première, dont on dit qu'il était fou. Il était fou. Bon. Mais enfin, il y a une rupture entre les deux périodes de cette vie-là. Le Hölderlin d'Empédocle, Empédocle, c'est à la fin de la première partie de sa vie, où on sent que tout ça est menacé, et que c'est extraordinaire, comme un cerveau humain travaille, et en même temps, on sent que ce cerveau-là travaille tellement bien qu'il est menacé, et ensuite arrive la deuxième période de sa vie. Or, moi, je réponds, le deuxième Empédocle, je ne le connais pas, ou très mal. Je le connais comme tous les bourgeois qui font semblant de lire. J'ai lu quelques hymnes, etc. Et les dernières poésies, mais enfin, je ne le connais pas. Tandis que le Hölderlin d'Empédocle, ben, je le connais par cœur. Et celui-là exclut même les deux versions ultérieures. C'est un autre. Et qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est un jeune poète ambitieux qui rêvait d'écrire une pièce de théâtre pour jouer en plein air, après la Révolution en Allemagne. Il voulait être le premier. C'est une sorte de Chénier allemand, voilà. Sauf qu'on ne lui a pas coupé la tête. Et bon. Sauf qu'il écrivait mieux que Chénier. Quant à mon deuxième truc, eh ben, c'est très simple.
le discours dont vous avez parlé, le premier, le plus long, avec la cime de l'Etna et la prairie et les arbres, eh ben, c'est très simple, ça c'est quelque chose de très affirmatif. Et même si je ne suis pas Berthaud, vous le connaissez Berthaud, vous l'avez lu son bouquin. Non, Berthaud était un grand Français, un grand Français germaniste qui en plus a été ministre de la Culture un certain temps, et c'était après la Libération, il avait été un grand résistant et il s'est intéressé à Hölderlin. Or, pour lui, Hölderlin était un jacobin, très simple, et il le démontre, et ses amis, etc. Bon. Alors, l'affirmation que je dis, c'est de ce paysage, le premier dans le film, le plus long, et là, c'est très simple, c'est plus qu'affirmatif, c'est un appel au communisme, c'est une utopie communiste que Hölderlin développe. Ça commence par Ihr habt immer gedürstet nach Ungewöhnlichen. Vous avez toujours eu soif de l'inhabituel. So war's, alors osez-le. Was euch der Väter Mund gelehrt, ce que la bouche des pères vous a enseigné. Gesetz und Brauch, loi et usage. Vergesst es kühn und hebt wie oubliez-les audacieusement et ouvrez les yeux, levez les yeux comme des nouveaux-nés, etc. Et là il développe, et il ne faudra pas oublier ça et ça, und dann, und wenn dann, und dann. Et ça c'est le développement de ce que moi, personnellement, je proclame comme une utopie communiste et rien d'autre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On appelle ça des tragédies. Hein. Ah, c'est pas des tragédies grecques, ils vont pas avec la tête contre le mur en connaissant la fatalité, etc. Mais c'est quelque chose d'un peu plus, disons, entre guillemets, moderne ou contemporain, qui consiste à... Ben, ils sont pris dans un piège qui... Ouais, oui, ça relève du roman policier. Hein. C'est pas différent d'Achille Hamet. Je crois que Big Sleep ou To Have and Have Not de Hawks sont des films cornéliens, bien qu'il ne s'agisse pas du tout de Corneille là-dedans. Hein. D'abord parce que, écoutez, si vous prenez le petit Larousse, vous cherchez Corneille, vous verrez, ouais, alors bon, le Cid, Horace Napoléon, puis après, à ces dernières pièces, a fait tort une intrigue très compliquée et pas compréhensible. Point final, c'est l'oraison funèbre sur Corneille. Ben, c'est ce qu'on a dit de Big Sleep et de To Have and Have Not. C'est justement ça qui est intéressant. Mais si l'intrigue est peu compréhensible et impénétrable ou je ne sais pas quoi, elle l'est également pour les personnages eux-mêmes. C'est ça qui fait la tragédie moderne, entre guillemets, moderne. Ils sont victimes d'un piège qui n'est pas le fantôme, mais qui est un piège policier. Et non, on ne devrait pas dire un piège politique. Bon. À la fois policier et politique. Polygone, polyvalent. Bon, arrête.
Comment? Vous jouez dans le film? Pourquoi? Vous avez joué. Ah, j'ai joué dans le film, ah, ça c'est de l'anecdote. J'avais trouvé 2 Italiens que j'avais choisis et qui me plaisaient. Alors, il y en a un premier, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et puis l'autre, il a eu peur. Il a eu peur. Il m'a dit non, je suis au Parti communiste italien. Si je joue ce rôle-là, on croira qu'on est tous comme ça au Parti communiste italien. Je ne peux pas faire ça. Et puis, il y en a eu un deuxième, c'était un gars qui est devenu ensuite président de la RAI, et il s'appelait, je ne sais plus comment, c'était un grand ami de Moravia. Il avait accepté avec enthousiasme, parce qu'il avait vu Nisfortune et une chronique, et ça lui plaisait vraiment. Et puis, il avait d'ailleurs une revue qui s'appelait Nuovi Argomenti. Et il commençait à prendre son texte, puis au bout de, je sais pas, 1 mois, 3 semaines, 4, il m'a téléphoné en me disant, écoute, je t'en prie, il faut que tu me délivres. Je lui ai dit, mais de quoi, grand Dieu? Ah, tu sais, j'apprends mon texte, tous les matins en me rageant, j'apprends encore un peu. Et puis, mais c'est pas possible parce que ma femme m'a dit, ça ne va pas, tu ne penses plus qu'à ça. Je lui ai dit, bon, je ne veux pas provoquer des scènes de menace ou une rupture. Alors on va te coucher, et puis voilà. Alors après, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors j'ai pensé à une conversation devant le cinéma en haut des Champs-Élysées, là, il s'appelait comment, là? À la sortie de Touch of Evil d'Orson Welles. Je me suis trouvé là sur le trottoir et il y avait 2 citoyens qui s'engueulaient, gentiment, amicalement. C'était Bazin et qui donc? C'était qui? Ah, Jean de Baroncelli, critique de cinéma au journal Le Monde. Jean de Baroncelli, critique de cinéma au journal Le Monde. Il s'engueulait parce que Baroncelli disait à Bazin, Orson Welles c'est un fasciste, il joue un flic fasciste, c'est pas possible. Alors le Bazin, calmement, comme il expliquait aux flics qu'il fallait pas mettre un PV dans certaines circonstances, pendant une demi-heure, c'était un modèle de démocratie, cet homme-là. Il a expliqué à Jean de Baroncelli que c'est justement parce qu'il avait joué le rôle du fasciste qu'il n'était pas un fasciste, parce qu'il n'avait pas voulu confier le rôle du fasciste à un de ses amis, parce que c'est un rôle pénible, et il ne voulait pas qu'on croie que cet ami-là était un fasciste. Voilà. Alors moi je me suis dit un coup, mais après tout, si moi je joue le rôle, étant donné que c'est un flic épouvantable, le préfet du prétoire, préfet de police, il vaut mieux que je joue le rôle moi-même, comme ça je pourrais y mettre le paquet et m'amuser, voilà. Mais tu n'es pas dans le générique pour autant, pourquoi? Ah si, je suis au générique, j'ai un nom. Je m'appelle Jubarit Semaran. Parce qu'une fois j'étais au lycée, et là j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Rabelais au lycée, et il s'était fabriqué un anagramme, c'était Alcofribas Nazier. Et ça m'avait beaucoup amusé. Moi, je me suis amusé pendant les classes au lycée à fabriquer un. Alors, Jubarit, c'est marrant, il y a toutes les lettres de Jean-Marie Straub dedans. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on. C'est la question Moi, que je je vous pose. recommande
une satire de Schoenberg qui est une satire chantée. Ça s'appelle Klassisch, nicht klassisch, klassisch, nicht klassisch. Alors, écoutez ça et vous verrez, vous serez ravis. Par ailleurs, j'ai seulement à dire que j'ai deux choses obsédantes que j'ai citées beaucoup trop souvent. Et premièrement, la modernité, c'est le saut du tigre dans le passé. Bon. Deuxièmement, faire la révolution, c'est aussi remettre en place des choses très anciennes et oubliées. Voilà, c'est tout. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est un film hollywoodien, hawksien, parfaitement hawksien, rien que hawksien, et qu'en même temps il éclate, parce que sur la langue, je crois qu'on n'a jamais été plus loin. Ça consiste vraiment à mettre à l'épreuve la langue. Pas seulement le texte écrit, la langue de Corneille, mais tout simplement le fait de parler. C'est parce que c'est un film qui est fait d'obstacles pour les acteurs. C'est l'obstacle de leur langue maternelle qui n'est pas la langue française, etc. Et tous les obstacles possibles, le raffut de la place en bas, l'air, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant? Merci que cette langue maternelle nous devienne incompréhensible. Hein? Merci que cette langue maternelle nous devienne incompréhensible grâce à ce film. Ah oui, ça, tout à fait. C'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'on comprend chaque syllabe grâce au travail de Rocher. Donc là, tu dis des conneries. Parce que, alors, c'est pas, ce que tu dis, c'est pareil que la première projection publique, je l'ai déjà dit 40 000 fois, il me semble, de ce film-là a eu lieu à Rome, au Film Studio, avant qu'il y ait des sous-titres. C'était fait uniquement pour dire, voilà, on a une copie, on va vous montrer ça. Alors, dans cette salle-là, il y avait aussi bien Moravia que Bertolucci, que le Bellocchio, que Pasolini, etc. C'était, disons, tous des amis, mais enfin la salle était bien remplie. Et alors on a parlé un peu quand le film était fini, calmement. D'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et puis, tout d'un coup, au bout de 5 minutes, dans le fond de la salle, il y avait une porte de sortie. C'est une salle plate, pas en gradin comme ici. Il y a 2 pantins qui sont dressés comme ça. On sent le bruit. Un monsieur et une dame, assis l'un à côté de l'autre. Un monsieur et une dame, vraiment pas de la première jeunesse, qui m'ont montré du doigt en me disant: Monsieur Schraub, nous sommes enseignants à l'Institut français de Rome et nous tenons à vous dire qu'il n'y a pas un mot de français dans votre film. Et tout de même, Corneille, c'est la France. Et puis ils se sont tournés comme 2 Indiens, ont ouvert la porte dans le fond et l'ont claqué. Voilà. Alors en effet, je suis fier d'avoir fait un film où il n'y a pas un mot de français. Bien que ce soit tiré de Corneille, qui est... Voilà. Dessiner, c'était... voilà. J'ai tout compris. Je sais pas. La mythologie, c'est du patois à l'oral. La mythologie, c'est pas l'Antiquité. La mythologie, c'est l'histoire des paysans. C'est l'invention des dieux. Qui a inventé les paysans? Les dieux, les paysans. La mythologie, c'est pas du tout l'Antiquité. Il n'y a aucune antiquité dans la mythologie. Elle nous parvient de cette époque.
Oh, bon, ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est de la vôtre. L'Antiquité commence après l'effondrement de la mythologie. À partir du moment où on a exproprié les paysans de leur histoire et de leur passé, là, on a dû inventer l'Antiquité. Ça, c'est la bourgeoisie. Qui a inventé l'Antiquité, c'est les gens de 1789. Qui ont refoulé les paysans pour s'établir eux-mêmes. C'est pas compliqué. L'Antiquité commence en 1789. Non. C'est un peu rigolo, mais c'est comme ça. Relisez les 5 ou 7 pages de Michelet sur ce qui se passait dans la vallée de la Saône. Je vous assure que c'est très beau et c'est très instructif. Ce qui se passait dans la vallée de la Saône un peu avant 1789. Les gens qui étaient là... Excusez-moi. Michelet. Excusez-moi. C'est lui qui a eu cette belle phrase. Je vois pas pourquoi vous nous parlez de ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée de la Saône? Bah, lisez les pages de Michelet. Il s'est passé que les paysans attendaient quelque chose et qu'ils se sont fait rouler, c'est tout. Il s'est passé que c'était le début de l'établissement de la bourgeoisie dans son antiquité. Dans son humanisme. Dans son voltairianisme. Dans les banques. Dans le progrès. Dans la croissance. Et tout ça. On oublie toujours un truc, nous tous, c'est les guerres, ce qu'on a appelé les guerres de paysans, c'est-à-dire les guerres contre les paysans. On a appelé ça les guerres de paysans, parce que les paysans en avaient ras-le-bol et tout d'un coup ils sont sortis de leur gond. Les guerres de paysans, dont la plus violente a été la dernière, les Allemands ont réussi à corrompre et à gagner et à convaincre et à entraîner les Alsaciens, et ça a été la plus violente, voilà. Et ces guerres de paysans-là, c'est le début de l'époque moderne. Parce qu'après qu'ils avaient fait ce travail-là, ça a continué, jusqu'à la motoculture, y compris. Ça dépend du sujet. On choisit le noir et blanc, la couleur, en fonction du sujet. Je ne peux même pas vous dire comment, parce que c'est pour des centaines de raisons différentes. Je peux vous dire par exemple qu'un crétin italien producteur nous avait proposé de financer Chronique d'Anna Magdalena Bach bien avant qu'on réalise le film. Et il nous avait dit, il y a une condition, il faut que vous le tourniez en 16 mm, parce que c'est moins cher. Et puis la deuxième, c'est que vous le tourniez en couleur et pas en noir et blanc. Et ben on l'a envoyé sur les roses, parce qu'on voulait faire un film en 35 mm et en noir et blanc. Et on choisit la couleur ou le noir et blanc, comme on choisit le 16, on choisissait le 16 mm ou le 35. C'est une question de matériaux. Moïse et Aaron, qui est une sorte de superproduction à tous les niveaux,
ça n'aurait aucun sens de le tourner en 16 mm. Ou de le tourner en noir et blanc. Sur les deux exemples, Par contre, hein, quoi? Oui, oui. Qui a parlé? D'ici. moi je disais sur les deux films qu'on a vus, vous pouvez peut-être revenir sur les deux films qu'on vient de voir, peut-être revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi de la couleur dans un cas et du noir et blanc dans l'autre. Question trop difficile pour un petit homme. Il y a beaucoup de raisons. Le Kafka, on a choisi de le tourner en noir et blanc après avoir fait une série de films en couleur, parce qu'on voulait pas faire un film en costume historiquement, et que néanmoins on voulait une certaine, employant un mot grossier, distanciation ou éloignement du présent. Alors on l'a tourné en noir et blanc. Ça, c'est une raison. Alors. Et en recherchant une préparation. Oui, et justement, ça c'est une bonne phrase. On a tourné en rachachant parce que c'était un brouillon, c'était une sorte d'exercice de finger-übung pour un film qu'on était en train de faire et qu'on préparait depuis un certain nombre de mois, et qui était une sorte de super-production par rapport à ce court-métrage, et qui était justement en noir et blanc pour les raisons que je viens de dire. Donc la Finger-Übung, on l'a tourné en noir et blanc, et puis surtout comme on tournait, comme je voulais Alcan, c'était très intéressant de voir la science technique qu'il avait acquise en noir et blanc, en tant que vieil opérateur. Voilà. Et comme j'ai choisi Alcan parce que j'avais vu de lui un film en couleur très beau d'ailleurs, qui était un film par hasard de Wim Wenders, comment il s'appelle, de Raoul Ruiz, ça s'appelait le toit de la baleine, vous l'avez vu? Non. Personne ne l'a vu, vous voyez, Raoul Ruiz, il est très commercial, c'est ça les caprices de l'histoire. Et de la communication qui n'a jamais communiqué quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je prends Alcan pour des raisons précises et on va lui faire comme ce que le dernier film que j'avais admiré de lui en tant qu'opérateur, il était en couleur, j'ai décidé de faire celui que j'allais faire avec lui en noir et blanc, parce que j'ai un esprit de contradiction, c'est tout. J'ai l'esprit de contradiction. Un jour, on avait une Citroën, je ne sais pas quoi, on traversait un torrent au-delà de Messine et on a senti une odeur bizarre. On s'est arrêté au bord du torrent, contre le mur, le plus près possible, parce que c'était une route nationale malgré tout. Et on a vu des quintaux d'orange déversés dans le torrent. Ça, c'était 20 ans avant de faire le film. C'est tout. Et Elio Vittorini, Hein? Vittorini, vous le connaissiez à ce moment-là ou... Ah, pas du tout, j'avais pas lu du Vittorini à ce moment-là. J'ai lu des quintaux d'orange jetés dans un torrent, voilà ce que j'ai lu. Quoi? Et Vittorini est apparu par miracle. Et Vittorini quoi? Il est apparu par miracle. Oui, par miracle. C'est toujours des hasards ou des miracles. S'il n'y a pas des hasards ou des miracles, ben il n'y aura rien. Rien.
quant au paysage qui est à la fin, c'est bêtement narratif, c'est l'arrivée à Siracusa, c'est tout. On avait prévu d'arriver par le train à Siracusa parce que pendant 8 jours, on a fait la navette entre Messina et Siracusa. On avait un wagon loué pour nous, on le retrouvait tous les matins, il nous raccrochait au train pas TGV, mais au train régional qui allait lentement, et on a fait notre boulot pendant 8 jours entre Messina et Siracusa. Et quelques jours avant, enfin 1 an avant, on avait repéré le parcours, et puis pour arriver à Siracusa, les derniers plans, tout d'un coup, j'ai aperçu que c'était plus pareil, parce qu'ils avaient fait des tunnels, des machins pour arriver, au lieu de passer par la mer. Alors, on leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on a négocié avec les chemins de fer italiens pendant 8 jours. Et puis ils nous ont dit, ah, ça devait être inauguré comme ça. On vous avait promis que ça serait inauguré seulement 8 jours après votre jour de tournage, mais il se trouve que le ministre a voulu anticiper parce qu'il avait d'autres occupations ensuite. Voilà. Alors là, on a dit, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est resté 8 jours à Siracusa et ils nous ont donné une locomotive. Donc on a tourné avec une locomotive tout seul et deux cheminots italiens et nous 3 sur la locomotive. Et on a tourné en muet. Donc on rappelle l'invention du cinéma qui était le cinéma muet au milieu d'un film qui est sonore. Voilà. Ça vous suivez? Et on fait un parcours que plus personne ne fera jamais parce que les voies ferrées entre-temps ont été détruites. Voilà. C'est un document. Chaque film qu'on fait, s'il est un peu sérieux, livre un document aux gens du pôle, je ne sais pas comment appeler ça, aux crétins contemporains. Pourquoi vous dites ces gens-là? Déjà, je n'aime pas ça. C'est quoi ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Concernant leur jeu, Hein? concernant le jeu d'acteur, vous donnez quelle directive? Il n'y a pas de jeu d'acteur et il n'y a pas d'acteur. Par conséquent, je ne donne aucune directive, je ne suis pas un directeur. D'accord. Bon, c'est tout. On est assis à une table pendant 3 mois ou 15 jours ou 10 jours et on lit, on relit. Et ils découvrent quelque chose et se découvrent eux-mêmes à travers ce quelque chose. C'est tout. D'accord, merci. Ouais. Ça me paraît clair. Ouais. Vous n'avez des clichés dans la tête pour leur vous faire soigner. Non, franchement, je regrette. Mais c'est affreux ce que vous avez dit pour moi. C'est comme d'entendre des propos nazis. C'est affreux. Directif, acteur, qu'est-ce que vous leur donnez par de loin? C'est affreux. C'est la négation même du travail qu'on fait. Donc c'est clair maintenant, au moins grâce à ce que vous avez dit, je me suis exprimé un petit peu. Il y a une belle petite histoire qui est la plus, il n'y en a pas beaucoup parce que les gens sont vaniteux. Mais l'estime entre 2 cinéastes, elle existe. Moi, quand j'ai l'impression que je vois un film qui est beaucoup plus fort que ce que j'aurais pu faire, eh bien, je suis un peu jaloux, mais en même temps, je suis tout le contraire de jaloux, je suis enfin heureux. Eh ben, John Ford, très peu de temps avant de mourir, on lui a dit, alors quel est le cinéaste que vous préférez? Alors il a dit, oh ben Renoir.
D'ailleurs, il y a un film de John Ford où il reprend Dalio, des gens de la règle du jeu, où il y a même une phrase en français pour qu'on comprenne bien. C'est la situation de Dalio qui présente son ordre mécanique dans la règle du jeu. Là, c'est un peu décalé. Le film s'appelle comment Jamaica Inn, la taverne de l'Irlandaise. Alors il disait, oui, John Renoir. Alors il disait, bon, oui, Renoir, tout le monde. Mais quel Renoir? Alors le journaliste s'attendait à ce qu'il lui dise, oh, la règle du jeu, ce que je fais. Il lui a dit, non, tous les Renoirs. Tous les Renoirs. Et ça, c'est très rare. C'est très rare et très beau. Bon. Bon, alors pourquoi ces deux films de Renoir? Parce que Renoir, pour moi, c'est le cinéaste que je préfère. J'ai mis 10 ans à le préférer à tous les autres. Bon, il m'agaçait beaucoup au début et tout, je le trouvais comme John Ford, un peu sentimental, etc. Et il a fallu que je prenne un tout petit peu de bouteille pour m'y intéresser. Et ensuite, j'ai découvert que c'était le cinéaste le plus concret, le seul vraiment concret. Il y a des cinéastes plus grands, il y a Stroheim, il y a même Griffith, il y a, je sais pas, même Feuillade, il y a Mitsuguchi, il y a Freslang, il y a des fidèles. Je ne vais pas dire que c'est le plus grand cinéaste, mais c'est le plus particulier et celui qui a le mieux compris ce que c'est que le cinéma. C'est-à-dire un petit va-et-vient entre le théâtre et la vie, voilà. L'abstraction et la réalité, voilà. Quant à La Grande Illusion, c'était le film de Renoir que j'aimais le moins, parmi tous les films de Renoir, et j'ai envie de le revoir ce soir, je l'ai pas vu depuis 15 ans, voilà. Le film historique n'existe pas. C'est une illusion et une tromperie de Hollywood qui était très grande, mais qui n'empêche à faire croire aux gens que le film historique, ça existait. On ne filme jamais que le présent. Et même quand on fait un film où on cultive tous les boutons de guêtre, les boutons de culotte, historiquement, on tourne au présent, c'est de la rigolade. Bon, alors pourquoi? C'est pas compliqué. Parce qu'il y avait un roman qui s'appelait Colette Baudoche, qui était sur les étagères de livres de mes parents, et que je n'ai jamais eu le courage de lire dans ma jeunesse. Toute ma famille le vénérait, l'avait lu ou pas lu, j'en sais rien. Et ce livre-là, quand on sonnait à la porte, souvent il fallait courir le cacher, parce que si le Gauleiter ou le Gauleiter du coin trouvait ce livre-là sur les rayons, on se faisait déporter. Voilà, c'est pas compliqué. Là, tu parles de la deuxième annexion, parce que je ne suis pas sûr que les chronologies soient claires dans la tête de tous les étudiants. Donc peut-être que pour nos jeunes étudiants, cette histoire de la première annexion entre 1870 et 1914... je vais essayer d'expliquer ça. Donc ce livre-là, un beau jour, je l'ai pris en main et je n'ai pas réussi à le lire. J'étais trop jeune, ça m'agaçait, parce que c'était un livre patriotique et que je n'avais pas tellement un esprit patriotique, malgré une famille qui était au souvenir français. C'est tout. Et bon, voilà. Alors, quand les Allemands sont arrivés, c'était quoi, 30 ans, 40 ans après, j'ai eu cette idée de reprendre ce livre en main. Je me suis dit, tiens, il me provoque à faire un film sur ce qu'ils appellent Lothringen, et j'ai feuilleté ce livre et il a commencé à me toucher et à m'intéresser. Et là-dedans, il y a 30 pages qui m'ont résisté, et comme elles me résistaient, j'ai décidé d'en faire un film. Voilà, c'est tout. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'avais appris certaines choses. J'ai appris que la guerre de 70 avait été déclarée par les Français, Napoléon le Petit,
et M. Thiers, dont les caisses étaient vides, la Banque de France était à peu près en faillite, et comme tous les pays capitalistes, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour essayer croyant se sauver, on déclare la guerre. Alors ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre de 1870. Or, ils ont perdu la guerre. Ces crétins. Ils ont perdu la guerre qu'ils croyaient gagner. Il y a eu un traité signé à Sedan, et les Allemands ont dit, bon, allez sur le plateau de Gravelotte, vous verrez qu'il n'y a plus de gens de la fine fleur de la noblesse allemande qui sont morts que de soldats français. Donc les Allemands ont payé pour une guerre qu'ils n'avaient pas déclarée et qui leur a coûté de l'argent. Donc ils ont dit on veut ce que la bourgeoisie appelle des dommages et intérêts. Et comme la Banque de France était encore plus vite qu'avant de la déclaration de guerre, eh ben on a offert les mines de fer et de charbon. Voilà. Qui était ce qu'on a dit après, la plus grande richesse française, c'est ce que je sais. Et comment l'a-t-on fait? Sans demander quoi que ce soit aux indigènes, sans demander quoi que ce soit aux gens de Metz et de la région. On leur a dit, bon, à partir du 2 octobre 1872, vous êtes tous allemands. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu le moindre simulacre de référendum. Rien. Et les gens devaient foutre le camp en 48 heures s'ils avaient envie de foutre le camp. Et les autres qui restaient étaient nationalisés allemands. Point final. Et qui a trouvé ça bizarre en France, dans la classe politique, intellectuelle et illuminée? Qui? À peu près personne sauf Maurice Barrès, c'est tout. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors j'espère que maintenant c'est clair. Bon. Ben, je prends un texte et je le respecte, je l'admire et par conséquent je le respecte et par conséquent je le fais respecter aux acteurs et par conséquent je le fais respecter au public, c'est tout. Sinon pourquoi j'irais chercher un texte de Vittorini? Je pourrais aussi bien prendre François ou... Mais c'est évident. Hein. Le poids des mots, c'est le poids des mots de Vittorini, c'est pas mes mots à moi. Moi, j'ai horreur de la littérature. Ça fait 50 ans que je suis incapable de lire quoi que ce soit. Je lis 10 pages ou 2 pages et je ne peux pas aller au-delà. Parce que je sais que la littérature, c'est un plancher pourri. Même chez les plus grands. C'est tout. Alors là, tout d'un coup, il y a des choses qui me touchent, mais elles ne me touchent pas en tant que littérature, mais elles me touchent parce qu'il y a quelque chose dedans qui correspond à des questions que je m'étais posées avant de lire ce texte-là. Si on a fait ce film-là, c'est voler ce texte-là, qu'on a payé cher d'ailleurs, c'était pas pour Antigone. À la limite, moi je m'en foutais d'Antigone. Et c'était pas non plus pour Hölderlin, ni pour les Grecs, ni pour Créon, mais c'était, comme souvent nos films, c'était... Le film a été appelé par un lieu, un espace, une topographie. Et cet espace, ce lieu, cette topographie, c'est le théâtre de ces gestes, qui, contrairement à ce qu'il disait, est vraiment un théâtre grec. Hein. C'est pas... Bon, enfin, grec, c'est la Grande Grèce, parce que c'est tout de même pas la Grèce. Bon, enfin, je veux dire, les Romains l'ont pas trafiqué, celui-là, alors qu'ils en ont trafiqué pas mal.
Bon, alors, on a vu ce truc-là. Que c'est de quelle année, la mort d'Empédocle? 87. Bon, alors, en 80... Combien? Ça a tourné en 86. Bon, alors, en 85, on a fait un voyage de 30 000 km avec une 2 chevaux. C'était la mère de Daniel qui prenait ses vacances. Et nous, on n'avait pas un sou. On ne pouvait pas se payer ni voiture, ni voyage. Et elle venait pendant 3 semaines. Et prenait ses vacances et nous offrait du vagabondage. Et on a fait un voyage de 30 000 km en zigzag jusqu'au sud de la Sicile. Et en partant pour chercher un espace pour Moïse et Aaron. Oui, ça n'avait rien à foutre avec Antigone, ni Hölderlin, ni Stockholm. Moïse et Aaron. Et on l'a trouvé dans les Abruzzes en descendant. Et Daniel m'a dit, vous êtes fous là, il pleut tout le temps là-dedans, il y avait un lac, les Romains l'ont asséché, ils n'y sont même pas arrivés, etc. Je n'ai rien dit, on est parti jusqu'au sud de la Sicile, on est remonté, et en cours de route, en remontant, on a vu ce théâtre de Ségès. Voilà. Et de ça, j'ai rêvé pendant de nombreuses années, et je me suis dit, je veux faire un film, disons bêtement, sur le théâtre de Ségès. Voilà. Et ce film-là, c'est ce film-là. Bon, bah, j'avais envie de tourner un film en Alsace, là, qu'on vient de finir. Pour des raisons pratiques, c'était pas possible de tourner en pellicule. Alors, comme on partait de la Toscane, où on tournait ce film-là, je voulais éviter d'avoir une caméra pour la Toscane et de repasser à Paris, changer de caméra et avoir une autre caméra pour l'Alsace. Alors on n'est pas repassé par Paris et on a pris la même caméra que celle qu'on avait décidé de prendre en Alsace. Et puis par curiosité, je voulais voir ce que donnait la vidéo. Parce que j'ai toujours horreur de la peinture au cinéma. Beaucoup de gens se vantent de vouloir imiter la peinture ou certains peintres, même les jeunes de nos jours. J'écris des découpages, au début on sentira la lumière de Goya, etc. Tu sais, c'est de la connerie, le cinéma c'est de la photographie. Alors si on essaye, la caméra c'est une caméra, c'est pas un pinceau. Alors pourquoi essayer de singer la peinture? Mais donc je me suis toujours méfié de ça, mais là avec la vidéo on a l'occasion d'une matière qui échappe un tout petit peu à la photographie, pour des raisons d'ailleurs négatives. Parce que la vidéo est blindée, sans profondeur de champ. Voilà, c'est tout. Qui est-ce qui chante dans Hein? Qui est-ce qui chante? Qui chante quoi? Hein? Comment s'appelle le chanteur, celui qui est... Le chœur? C'est un chœur de garçons de Hanovre. Et le soliste? Hein? Et le soliste? Oh, il y en a quelques-uns qui depuis sont très célèbres et d'autres qui ne sont pas célèbres. Il y en a qui s'appelle Wolfgang Schöne, qui circule dans le monde depuis. Mais Gustav Leonhardt ne circulait pas dans le monde à l'époque. À l'époque où on a eu le projet du film, quand on allait voir les musiciens, les gens de cinéma et même les musicologues allemands, ils nous disaient « Ah, à qui vous avez prévu pour le rôle quand c'est différent ?» On disait « Gustav Leonhardt ». Ils nous disaient « Qui que c'est que ça ?» Alors j'avais toujours un petit bout de papier, puis j'écrivais le nom. Et quand ils avaient lu Gustav Leonhardt, ils disaient « Connais pas ». De même que l'autre qui s'appelle Niki, Nicolas Sarnoncourt, comme l'appelle Niki, comme l'appelle Gustave Leonhardt,
il n'était pas plus connu, il avait fait un seul disque. Il était en train de le faire quand on l'a rencontré. Voilà. Alors, Nicolas Sarnanco, on leur disait en plus, on se disait, au moins ça sera un atout au box-office. Il nous disait, connais pas, qui que c'est que ça? Voilà. C'est ça la vie en société capitaliste d'information et de progrès. Et comment vous, quoi? Comment vous les avez connus ces deux-là Gustave Leonhardt, il avait fait 2 disques, on s'est procuré par hasard. Je sais pas comment. Il y en avait un, c'était L'Art de l'affût, qui était publié aux États-Unis, qu'on ne pouvait pas acheter en France. Et puis il y en a un autre qui était un disque viennois, où il y avait dessus Widersteher der Sünde, une cantate brève, et puis je ne sais plus l'autre, et puis il y avait la Newsday de la messe dite en 6000. Mais l'intérêt, c'était, en plus de Leonhardt, c'était que c'était un disque où chantait Alfred Deller. Voilà. Alors on a entendu ça. Puis on a décidé que c'était... Voilà notre homme. Daniel a dit, voilà notre homme. Il a quelque chose de nouveau dans la tête quant à la musique. Ça vous suffit? Par ailleurs, il y a Bob Asperen, par exemple, qui joue le concerto italien, dont Leonhardt nous a dit, c'est mon meilleur élève. Alors on lui a dit, bah, faites-le venir, et voilà. Il est boiteux en plus, comme moi. Mais c'est pas le résultat d'une Vespa en traversant la route. Il l'était déjà à l'époque. Je peux vous dire que j'ai horreur de la musique sur les paysages, ça ne veut pas dire que je l'ai pas fait 1 ou 2 fois, etc. Quelque musique que ce soit d'ailleurs. Sur un paysage, c'est une sorte de blasphème. Bon, le rôle de la musique, chacun utilise la musique d'une manière différente. Ça dépend de la musique qu'on a choisie. Et la musique qu'on a choisie dépend du film. Ça ne m'intéresse pas d'inventer une musique et de la faire écrire par quelqu'un pour un film. Je prends quelque chose qui a un décalage par rapport au film, ou qui m'a touché, et qui a quelque chose à faire avec le film ou le sujet, ou justement qui n'a rien à faire avec, et qui ajoute quelque chose qui n'est pas dans le film. Même le premier film qu'on a fait en 62, on a mis une musique d'un ami qui s'appelle François Louis, qu'on aurait pu... Je dis pas qu'il l'a écrite pour moi, mais il l'a écrite un peu pour moi. Ça s'appelait Transmutation, mais c'était pas du tout pour le film. Dans ce temps-là, j'avais pas du tout l'intention de faire un film, ni ce film-là. Et 10 ans après, je l'ai repris, cette musique, qui m'était plus ou moins dédiée, et je l'ai mise dans ma Rocamouf de 62. Voilà. Mais pour tous les autres films, je sais pas, il faut que ce soit des musiques qui m'intéressent. Je ne mettrai jamais du Tchaïkovski, parce que Tchaïkovski c'est de la merde. Je ne mettrai jamais je sais pas quoi, comment il s'appelle, comment il s'appelle, votre idole, là. Chopin. Chopin, ça m'ennuie, alors bon. Même si je faisais encore 100 films, vous n'auriez jamais une mesure de Chopin dans un de mes films. C'est tout. En tant que spectateur, comment est-ce que... quelle relation entretenez-vous avec les spectateurs? Quand on fait des films, c'est forcément pour quelqu'un.
Bon, évidemment, j'aurais jamais fait un film pour moi-même. Voilà. Et ben pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce que vous faites des films? Quel rapport avec les spectateurs Bon, parce que je m'intéresse à quelque chose et que j'ai envie, comme disent les salopards aujourd'hui, de communiquer. C'est-à-dire, quelque chose m'a foutu en colère ou quelque chose m'a émerveillé ou je suis tombé amoureux de quelque chose et je veux en faire part à d'autres gens, c'est tout. Pas compliqué. Et on essaye de faire le cadeau le plus beau possible. Si c'est un cadeau pour quelqu'un, on va pas acheter une saloperie au prix unique. Alors on essaye de faire un travail artisanal qui soit vraiment un travail digne de celui à qui on fait le cadeau. Et celui à qui on fait le cadeau, c'est celui qui a des affinités électives avec vous, ou c'est un oiseau qui vous ressemble. Et je considère qu'il y a beaucoup d'oiseaux ordinaires dans le monde qui nous ressemblent. Donc je considère que nos films ne sont pas du tout rigoureux, ni limités à je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais qui sont dédiés à tous les oiseaux, aux milliards d'oiseaux ordinaires qui peuplent la Terre. Cela dit, il ne faut pas rêver parce que d'un autre côté, je pense qu'un film en français est adressé aux gens dans la langue maternelle française. Un film en allemand est un film qui s'adresse aux gens dans la langue maternelle allemand, en italien, dans la langue maternelle italienne. Et que les histoires de sous-titres, c'est un pis-aller ou un palliatif. Autour du texte de qui? Il n'y a pas de film, il y a un texte, c'est bien connu. Pas de film. J'ai jamais fait de film, moi. Viens voir. Alors, pourquoi Pavésé, c'est ça? Vous m'avez dit là ensuite, pourquoi Pavésé? Et qu'est-ce que vous venez de dire maintenant et pourquoi quoi? Pourquoi Pavésé? Vous avez parlé de Ah, c'est bien la question que vous avez répétée. Pourquoi Pavésé? Parce que je connaissais pas Pavésé. Et parce que justement les textes qu'on a choisis sont ceux qui m'énervaient le plus. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il y avait là-dedans. Et parce que Daniel avait un peu d'érudition en mythologie, de même qu'elle avait lu tout Karl Marx en allemand, alors que moi j'ai pas réussi à lire beaucoup, et de moins en moins, et qu'elle avait... Et moi, en mythologie, je suis zéro, je suis ignorant comme une carte. Bon, ben, lentement, je voulais voir ce que c'était que la mythologie, et Pavésé m'a été bien utile, c'est tout.
pense qu'il y a dans le cinéma moderne, tel que j'essaye de le définir là, une franchise qui consiste à permettre à la caméra de travailler franchement. Voilà. Et ça se manifeste dans le regard que nous pouvons avoir, parce qu'effectivement, ce qui peut être surprenant pour beaucoup dans ces images, enfin pas nous puisque nous sommes là, mais ce sont au fond qu'elles ne disent rien. Elles ne disent rien, ce qui, d'une certaine manière, ouvre leur espace de beauté spécifique, soit dit en passant, hein, mais elles ne disent rien. Le discours est à côté, pas secondaire, hein, mais à côté. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, on pourrait dire, d'une distraction, au sens propre du mot, si on entend qu'une distraction, c'est pas la même chose qu'un divertissement. Le divertissement, c'est une sorte de détournement d'attention. Alors, les classiques ont toujours pensé que ce qu'il fallait faire, c'était des images divertissantes.